À la caisse, j'ai aidé une vieille dame à payer ses courses. Elle m'a attiré vers elle et m'a chuchoté avec urgence: Après le départ de ton fils, ne touche pas à la neige devant ta maison. Ta vie en dépend. J'ai pensé que c'était juste le radotage confus d'une vieille femme sénile. Le lendemain matin, quand je suis sorti dehors, ce que j'ai vu a failli arrêter mon cœur. Qu'est-ce qui m'attendait dans ma cour ce matin-là? Je vais vous le dire dans un moment. Mais d'abord, laissez un commentaire ci-dessous. Dans quelle ville êtes-vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cet avertissement voyage. Maintenant, plongeons dans l'avertissement de ce jour-là. Tout a commencé 3 jours plus tôt, un après-midi de décembre, quand la première vraie tempête de neige de la saison a frappé Grenoble. Je faisais la queue chez l'épicerie Moreau, le petit magasin familial à 2 pâtés de maison de chez moi, rue des Tilleuls, regardant les gros flocons de neige s'écraser contre les vitrines. À 72 ans, on arrête de courir aux 4 coins de la ville. On va là où on connaît votre nom, où les allées sont familières. La vieille dame devant moi comptait des pièces sur le comptoir, avec des doigts tremblants. Elle portait un manteau élimé et une écharpe délavée. Sur le tapis roulant se trouvait la commande la plus triste que j'ai vue. Une petite baguette, du lait, 3 pommes de terre et un seul oignon. Madame, il vous manque environ 1,50 € dit doucement Amélie, la jeune caissière. Comment est-ce possible? La main de la vieille dame trembla. J'ai compté 2 fois à la maison. Derrière moi, quelqu'un soupira d'impatience. La file s'allongeait. Je regardais cette silhouette voûtée, ses mains rouges, ses maigres provisions. 5 ans depuis que Marguerite était décédée, et j'entendais encore sa voix. Henri, nous avons plus qu'assez. Aide toujours quand tu peux. Ajoutez ça avec mes courses, dis-je en posant un billet de 20 € sur le comptoir. Oh mon cœur, vous n'êtes vraiment pas obligé, dit la vieille dame en se tournant vers moi. Ses yeux rencontrèrent les miens. Ses yeux, pas troubles ou distants, mais clairs comme un ciel d'hiver, perçants comme du verre brisé. Il me regardait droit à travers d'une façon qui me coupa le souffle. Il y avait quelque chose d'ancien dans ce regard, quelque chose qui savait des choses. Merci, mon cher, dit-elle doucement. Sa prise sur ma manche était étonnamment forte. Votre gentillesse ne sera pas oubliée. Elle rassembla ses courses, puis se retourna. Le magasin sembla devenir silencieux. Elle se pencha près de moi, et je sentis la naphtaline et la lavande sécher. Écoutez attentivement, chuchota-t-elle. Quand votre fils partira ce soir, ne touchez pas à la neige dans votre cour. Peu importe ce qu'il vous dit, ne déneigez pas avant demain matin. Pardon? Ses doigts s'enfoncèrent dans ma manche. Votre vie en dépend. Promettez-moi. L'intensité de sa voix me troubla. D'accord, je promets. Elle me lâcha en hochant la tête et se dirigea vers la sortie avec une rapidité surprenante. Les portes coulissantes s'ouvrirent et elle disparut dans le blanc tourbillonnant comme si elle n'avait jamais été là. Mon cœur battait fort. Monsieur Dubois, ça va? Demanda Amélie. Ça va. Je secouai la tête et payais mes courses, du poulet, des légumes, du pain, puis me dirigeais dans la tempête. Le vent me gifla le visage. Je rentrai péniblement chez moi, mes bottes craquant dans la poudreuse. Les mots de la vieille dame résonnaient. Quand votre fils partira ce soir? Comment savait-elle que Julien venait? Je n'avais dit à personne. Il avait appelé ce matin, dit qu'il devait passer après le travail. Première fois en 3 mois sans que je demande. J'éclatais de rire en déverrouillant ma porte et en secouant la neige de mes bottes. Juste le radotage d'une vieille femme. Démence probablement. Elle se fixe sur des choses étranges, voit des patterns qui n'existent pas. Mais quelque chose dans ses yeux me resta alors que je regardais la tempête par la fenêtre de ma cuisine. Quelque chose qui suggérait qu'elle avait vu des choses que je ne pouvais pas imaginer, savait des choses que je ne voulais pas savoir. Elle avait regardé droit dans mon futur et vu quelque chose qui la terrifiait. Quelque chose impliquant mon fils et la neige recouvrant maintenant ma cour d'un manteau blanc pristine et immaculé. Ce soir-là, des phares balayèrent le mur de mon salon. Vers 18h30, la berline noire de Julien s'engagea dans l'allée, les roues craquant dans la neige montante. J'ouvris la porte avant qu'il puisse frapper. Julien, entre, tu vas geler. Je ne peux pas rester longtemps, papa. Il entra en secouant la neige de sa veste, mais sans l'enlever.
À 40 ans, mon fils était devenu un étranger, aux traits acérés, toujours en train de vérifier son téléphone, toujours pressé d'être ailleurs. J'ai un voyage professionnel, dit-il sans me regarder. Je pars dans 1 heure. Je voulais juste vérifier que tu allais bien. C'est attentionné. J'essayais de garder la surprise hors de ma voix. Combien de temps? 1 semaine, peut-être 10 jours. Il regarda autour de la maison, son regard s'attardant sur les photos de Marguerite, puis se déplaçant vers la fenêtre donnant sur la cour arrière. Les routes deviennent mauvaises. Ils déblayeront demain matin. Papa, tu dois déneiger l'allée ce soir avant que ça empire. Ce soir, Julien? Il neige encore. Fais-le ce soir. Sa voix avait un ton que je n'aimais pas. Tu ne rajeunis pas, si quelque chose arrive, les services d'urgence doivent pouvoir entrer. L'inquiétude semblait fausse, trop répétée, trop insistante. Je vais bien, dis-je. Vraiment? Il se rapprocha. Tu seras ici seul, n'est-ce pas? Personne ne vérifie que tu vas bien? Les Merciers sont en Espagne, non? Comment tu sais ça? Je les ai appelés la semaine dernière pour m'assurer que quelqu'un veillait sur toi. Un frisson froid descendit le long de ma colonne vertébrale. Quand votre fils partira ce soir, ne touchez pas à la neige dans votre cour. Je peux m'occuper de moi-même, dis-je lentement. Déneige juste l'allée, papa. S'il te plaît, avant de te coucher, vérifia-t-il son téléphone et fronça les sourcils. Je dois y aller. Mon vol est tôt demain. Vol? Je pensais que c'était un voyage professionnel en voiture. Un moment d'hésitation. Je conduis à Lyon ce soir. Je prends l'avion de là-bas. Il se dirigea vers la porte et je le suivis. Julien, est-ce que tout va bien? Ça va. Juste stressé par le travail. Il marqua une pause sur le seuil. Pendant un moment, je vis quelque chose dans ses yeux. Du désespoir, de la peur. Promets-moi que tu déneigeras ce soir. Les mots de la vieille dame résonnaient comme une cloche d'alarme. J'y réfléchirai. Papa, conduis prudemment, mon fils. Il me fixa, la mâchoire serrée, puis se tourna et marcha vers sa voiture. Je regardais ses feux arrière disparaître dans le rideau blanc de neige qui tombait. Je verrouillai la porte, vérifiai 2 fois le verrou, restai dans le couloir sombre, écoutant la maison craquer autour de moi. La visite de Julien semblait fausse. L'insistance sur l'allée semblait fausse. Les questions sur qui vérifierait que j'allais bien semblaient très fausses. Je marchai vers la fenêtre arrière et regardai ma cour. La neige était pristine, immaculée, magnifique. Ma pelle était appuyée contre le mur du garage, facilement accessible. L'avertissement de la vieille dame résonnait dans mon esprit, se mêlant au comportement étrange de Julien. Ses questions bizarres, ce ton désespéré dans sa voix. Je laissai la pelle là où elle était. Cette nuit-là, je verrouillai les portes et allai me coucher. Mais le sommeil ne voulait pas venir. Je restai allongé dans l'obscurité, écoutant le vent hurler et la neige frapper les fenêtres, me demandant qu'est-ce qui se passait. Les mots de la vieille dame continuaient à tourner, implacables comme la tempête. Votre vie en dépend. Je me réveillais à l'aube dans le silence, ce genre de silence qui suit un blizzard, quand le monde retient son souffle sous une couverture de blanc. La tempête était passée dans la nuit, laissant tout immobile et étouffé. Mon dos me faisait mal alors que je descendis à la cuisine. Je remplis la bouilloire et la mis sur le feu, puis marchai vers la fenêtre en attendant qu'elle bouille. C'est alors que je les vis. Des empreintes, des traces profondes et claires coupant à travers la neige pristine de ma cour arrière. Pas les miennes. Je n'étais pas sorti depuis hier après-midi. Pas celle du facteur. Celle-ci venait du portail latéral, pas de l'allée principale. Ma main se figea sur le rideau. Les traces menaient du portail directement vers la maison, encerclant méthodiquement le périmètre. Elles s'arrêtaient à chaque fenêtre du rez-de-chaussée, le salon, la cuisine où je me tenais maintenant, puis autour vers l'arrière où ma fenêtre de chambre donnait sur la cour. Je me déplaçai vers la fenêtre arrière, mon cœur commençant à battre fort. Les empreintes remontaient directement jusqu'à la vitre, assez près pour que celui qui les avait faites puisse regarder à l'intérieur, aurait pu me voir dormir. Et là, mon souffle se coupa, des marques dans la neige sous le cadre de la fenêtre. Des marques de frottement comme si quelqu'un avait testé la fenêtre, essayé, vérifié si elle était verrouillée.
Les empreintes étaient énormes, du 45 peut-être plus, des impressions profondes qui parlaient d'un homme lourd, quelqu'un de corpulent. La foulée était large, confiante, délibérée. Quelqu'un avait marché autour de ma maison la nuit dernière pendant que je dormais, vérifiant les fenêtres, testant les serrures, cherchant un moyen d'entrer. Mes jambes faiblirent. Je m'agrippais au comptoir pour me stabiliser. Si j'avais déneigé l'allée comme Julien avait insisté, comme il m'avait pratiquement supplié de le faire, ces traces auraient été effacées, couvertes par mes propres empreintes, détruites par le grattage de la pelle. Je n'aurais jamais su que quelqu'un était venu ici. La bouilloire commença à crier et je sursautai comme si on m'avait tiré dessus. Je l'éteignis avec des mains tremblantes. Qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Et comment, au nom de Dieu, cette vieille femme avait-elle su que ça arriverait? Je pensais à la visite de Julien, son insistance sur l'allée, la façon dont il avait demandé si je serais seul, si quelqu'un vérifierait que j'allais bien, ce ton désespéré dans sa voix quand il avait dit « Promets-moi ». Les traces ne mentaient pas. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un avait encerclé ma maison comme un prédateur évaluant sa proie. Et Julien avait voulu que j'efface les preuves avant même de les voir. Je me forçais à respirer. Les traces étaient fraîches. Aucune nouvelle neige n'était tombée depuis que la tempête s'était terminée vers minuit. Celui qui les avait faites était venu après, dans la nuit noire, dans l'obscurité, pendant que j'étais allongé à dormir, complètement inconscient que quelqu'un était dehors à ma fenêtre. Je regardais de nouveau les marques sous la fenêtre de chambre. Ils avaient essayé d'entrer. Si cette fenêtre avait été déverrouillée, ma main trouva mon téléphone dans la poche de ma robe de chambre. Le lieutenant Samuel Durand était l'officier de ce quartier depuis 20 ans. Il m'avait aidé après la mort de Marguerite, passant me voir ces premiers mois. Un bonhomme, solide. Quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Je trouvais son numéro. Mon pouce hésitait au-dessus du bouton d'appel. Ce n'était pas une blague d'adolescent. Ce n'était pas des empreintes d'enfant. C'était autre chose. Quelque chose qui me tordait l'estomac avec une peur que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Le visage de la vieille femme surgit dans ma mémoire. Ses yeux clairs et connaisseurs. Elle avait vu ça. D'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle avait su. Et elle m'avait sauvé. J'appuyai sur composer. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Durand. Sa voix familière répondit. Samuel, c'est Henri Dubois. J'ai besoin que tu viennes. Quelqu'un était dans ma cour la nuit dernière, et je pense qu'ils essayaient d'entrer. Le lieutenant Durand arriva en 20 minutes, sa voiture de patrouille s'arrêtant avec les gyrophares éteints, mais le moteur tournant. Il sortit, un homme noir élancé au début de la cinquantaine, avec le genre de présence qui vous faisait vous sentir plus en sécurité rien qu'en l'ayant dans les parages. « Monsieur Dubois ?» Il me serra fermement la main. « Montrez-moi. » Je le menai à la fenêtre arrière. Il étudia la cour, puis sortit dehors. Je le regardai s'accroupir près des traces, prenant des photos. Il bougea méthodiquement, suivant le chemin que l'intrus avait pris du portail à la maison, autour du périmètre, s'arrêtant à chaque fenêtre. Quand il revint à l'intérieur, son expression était grave. Chaussures du 45, semelle épaisse. Cet homme pèse au moins 90 kilos. Il me regarda sérieusement. Monsieur Dubois, ce n'était pas aléatoire. Il vérifiait chaque point d'entrée. Vérifier pourquoi? Pour voir lesquels étaient même vulnérables. Durand sortit un carnet. Vous verrouillez vos fenêtres la nuit? Toujours. Depuis que ma femme est décédée. Bien. Ça vous a probablement sauvé. Il écrivit quelque chose. Votre voisine en face, Madame Lambert. Elle a une caméra de sécurité, n'est-ce pas? Rose. Oui. Allons lui parler. Madame Rose Lambert ouvrit sa porte en robe de chambre matelassée, les yeux s'écarquillant. « Henri, qu'est-ce qui se passe ?»« Désolé de vous déranger si tôt, » dis-je. « Nous devons vérifier votre caméra de la nuit dernière. »« Bien sûr, entrez. » Durand prit la télécommande, reculant dans les images. « Essayez vers minuit, dis-je. » Il avança rapidement à travers des heures de rues vides et de neige qui tombaient. Puis là, Durand figea l'image. 23h44. Une berline sombre roulait lentement dans la rue des Tilleuls, sans phare. Elle s'arrêta devant ma maison. Un homme sortit, grand, aux épaules larges, portant une veste sombre et un bonnet tricoté. Il regarda des 2 côtés,
puis marcha vers mon portail. Il sait où il va, marmonna Durand. L'homme disparut dans ma cour. Les minutes s'écoulèrent. 8, 10, 12, puis il réapparut, marchant avec la même confiance désinvolte. Il monta dans la voiture et partit. Revenez en arrière, dit Durand. Quand il monte dans la voiture, Rose rembobina. Durand se pencha près. Pouvez-vous zoomer ? L'image se pixelisa, mais on pouvait distinguer une partie de la plaque. 69 quelque chose. 27 quelque chose. Plaque du Rhône, nota Durand. Et regardez ça. Il y avait un logo ou des lettres sur le côté de la voiture, trop flou pour être lu. Véhicule commercial, peut-être. Durand prit des photos avec son téléphone. Madame Lambert, envoyez-moi ces images. Henri est-il en danger ? La voix de Rose tremblait. Nous allons nous assurer qu'il ne le soit pas. De retour chez moi, Durand regarda ses notes. Est-ce que quelqu'un est venu chez vous récemment ? Quelqu'un d'inhabituel ? Le visage de Julien surgit dans mon esprit. Son insistance désespérée sur l'allée, ses questions sur qui vérifierait que j'allais bien. Mon fils est passé hier soir, dis-je lentement. Première fois depuis des mois. Et il voulait que je déneige l'allée. N'arrêtez pas d'insister. C'est énervé quand j'ai dit que j'attendrais. Le stylo de Durand se figea. Vous pensez qu'il allait vous cambrioler ? Je regardais ses empreintes, les marques sous ma fenêtre où quelqu'un avait testé la serrure. Je ne sais plus quoi penser. La radio de Durand grésille. Il s'éloigna, parla à voix basse, puis revint. Je vérifie la plaque partielle et ce logo dans le système. Il me regarda dans les yeux. En attendant, une voiture de patrouille passera toutes les heures cette nuit. Gardez vos portes verrouillées. Toutes. N'ouvrez à personne que vous ne connaissez pas. Vous pensez qu'il reviendra ? Durand regarda les images figées sur l'écran. La silhouette sombre, les mouvements délibérés. Des hommes comme ça n'abandonnent pas après un simple coup d'œil, dit-il doucement. Nous devons découvrir qui c'est. Vite, avant qu'il revienne. À midi, Durand appela avec des nouvelles qui me glacèrent le sang. Marc Boulet, dit-il sans préambule. C'est à qui nous avons affaire. Sa plaque dans le système et il a un casier qui remonte à 20 ans. Je m'assis lourdement à ma table de cuisine. Quel genre de casier ? Coups et blessures, violence organisée. Il a fait 2 séjours en prison d'État, un à Fleury-Mérogis, un ici à Saint-Quentin-Fallavier. Sorti il y a 18 mois. La voix de Durand était grave. Monsieur Dubois, cet homme n'est pas un voleur. C'est quelqu'un qu'on engage quand on veut qu'un problème soit réglé. La pièce sembla basculer. Réglé ? Je veux dire qu'il ne travaille pas seul. Quelqu'un l'a envoyé chez vous. Quelqu'un l'a payé. Durand utilisait rarement mon prénom. Cela seul me disait à quel point c'était sérieux. Henri, des hommes comme Boulet ne repèrent pas les maisons pour cambrioler. Ils sont payés pour faire des choses que la plupart des gens ne feraient pas. Des choses comme quoi ? Une pause. Des choses que je ne veux pas dire à voix haute jusqu'à ce qu'on l'ait en garde à vue. Ma bouche devint sèche. Samuel, où est-il maintenant ? Nous avons trouvé le motel où il séjourne, le Pin Vert sur la route de Chambéry. Enregistré il y a 3 jours sous un faux nom, mais le réceptionniste l'a identifié d'après la photo. Payé en liquide. Il conduit une voiture de location, cette berline des images. Il y a 3 jours, juste avant la visite de Julien, juste avant que cette vieille femme me mette en garde contre la neige. Qu'est-ce que cet homme me veut ? Je ne sais pas encore, mais nous n'attendons pas de le découvrir. J'entendis des papiers bruisser. Nous avons des unités positionnées près du motel. Nous surveillons ses mouvements. La compagnie de location a confirmé qu'il avait encore le véhicule. Et Henri, nous avons vérifié ses relevés téléphoniques. Il a passé un appel hier soir à 23h30, juste avant de se présenter chez vous. À qui ? Nous traçons encore ça, mais quelqu'un lui a dit de venir. Quelqu'un lui a donné votre adresse. Je pensais de nouveau à ses empreintes, la façon dont il avait méthodiquement vérifié chaque fenêtre, les marques sous ma fenêtre de chambre, où il avait testé la serrure. Il revenait, dis-je doucement. N'est-ce pas ? La nuit dernière, c'était juste de la reconnaissance. C'est notre évaluation. Oui, la voix de Durand durcit. C'est pourquoi j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Restez à l'intérieur. Gardez chaque porte et fenêtre verrouillées.
Je poste l'agent Moreau devant votre maison pour le reste de la journée et cette nuit. Si Boulet s'approche de la rue des Tilleuls, nous l'aurons. Vous pensez qu'il reviendra cette nuit? Je pense qu'il a été payé pour faire un travail et qu'il ne l'a pas terminé. Donc oui, une pause. Henri, y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal? Des disputes? Des problèmes d'argent? N'importe quoi? Le visage de Julien nagea de nouveau dans mon esprit, le désespoir dans sa voix. Promets-moi que tu déneigeras ce soir. Les questions sur si je serai seul. Je ne... Je ne peux penser à personne, dis-je, mais les mots semblaient comme des mensonges dans ma bouche. Eh bien, réfléchissez bien parce que quelqu'un a engagé Marc Boulet. Quelqu'un qui sait où vous vivez. Quelqu'un qui voulait qu'il soit ici la nuit dernière. Après avoir raccroché, je restais assis à cette table longtemps, fixant le vide. Marc Boulet, un homme engagé pour faire disparaître les problèmes, et quelqu'un l'avait pointé vers moi. L'avertissement de la vieille femme résonnait dans mon esprit, se mêlant au comportement étrange de Julien, à ses empreintes dans la neige. Les pièces étaient hautes là, éparpillées comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Mon téléphone était posé sur la table. Je pourrais appeler Julien, lui demander directement, mais lui demander quoi? Les questions qui se formaient dans mon esprit étaient trop terribles pour être énoncées à voix haute. La pensée était folle. C'était mon fils, mon garçon. Mais j'avais vu ses traces. J'avais regardé ses images. J'avais entendu la voix de Durand quand il avait dit « Quelqu'un qu'on engage quand on veut qu'un problème soit réglé ». Une terreur froide s'installa dans ma poitrine, lourde comme une pierre. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une erreur ou une coïncidence. Quelqu'un voulait quelque chose de moi, quelque chose de permanent. Et quelque part dans le fond de mon esprit, dans un endroit où je ne voulais pas regarder, je commençais à comprendre qui. Ils l'ont attrapé à 16 heures, juste 2 heures avant qu'il prévoie de revenir chez moi. Durand appela avec les nouvelles. « Nous l'avons, Henri. Boulet. On l'a arrêté au motel Pain Vert sans incident. » J'agrippais le téléphone. Il avait un sac de sport emballé, des gants, des crochets de serrurerie, un couteau. Ce n'était pas une visite sociale qu'il planifiait. Mes jambes faiblirent. A-t-il dit quelque chose? Il parle maintenant. L'inspecteur Clark est avec lui. Je vous rappelle. L'attente était atroce. Je fis les 100 pas dans ma cuisine, regardant l'agent Moreau assis dans sa voiture devant chez moi. Le soleil se couchait, peignant la neige d'orange et d'or. Durand rappela 1 heure plus tard. « Henri, j'ai besoin que vous veniez au commissariat. L'inspecteur Clark veut vous parler. » Qu'est-ce que Boulet vous a dit? Mieux si vous l'entendez en personne. Le commissariat de police était un bâtiment de briques trapues sur la rue Voltaire. L'inspecteur Amanda Clark me rencontra dans le hall. Une femme aux yeux perçants au milieu de la trentaine avec des cheveux bruns tirés en arrière. « Monsieur Dubois, merci d'être venu. » Elle me mena dans une petite salle de conférence. « Je dois vous dire ce que Marc Boulet nous a dit. » Je m'assis, mes mains tremblaient. Boulet a accepté de coopérer. Il est très communicatif. Clark ouvrit un dossier. Il dit qu'il a été engagé il y a environ 1 semaine pour régler une situation. C'étaient ses mots exacts. « Régler », répétai-je d'une voix engourdie. Il a été payé 5 000 € en liquide d'avance. Ses instructions étaient spécifiques, que ça ressemble à un accident ou à un cambriolage qui mal tournait. La cible devait être seule. La maison devait paraître non perturbée de l'extérieur. La pièce bascula. L'allée, chuchotai-je. La neige. Exactement. Si vous aviez déneigé, ces empreintes se seraient fondues dedans. Ça aurait eu l'air que vous étiez sorti travailler. Peut-être eu un accident. Les yeux de Clark étaient fixes. Il est venu cette première nuit pour repérer, vérifier votre routine, voir quelle fenêtre serait la plus facile. Il prévoyait de revenir la nuit dernière. Mais je n'ai pas déneigé. Oui. Ces traces se sont montrées claires et nous avons commencé à chercher. Clark sortit des papiers. Monsieur Dubois, nous avons passé en revue le téléphone de Boulet, les messages textes, les virements bancaires. Il n'a pas juste été payé en liquide. Il y a eu un virement électronique il y a 2 jours. 5 000 €. Ma bouche était sèche. De qui? Clark me regarda longtemps. Nous avons aussi récupéré des messages textes. Assure-toi qu'il soit seul. Fais-le cette semaine. Le vieux ne soupçonnera rien. Le vieux? Moi?
Qui a envoyé ça? Ma voix se brisa. L'expression de Clark changea. Quelque chose comme de la pitié traversa son visage. Monsieur Dubois, je pense que vous devriez vous asseoir pour ça. Je suis déjà assis. La personne qui a engagé Boulet, elle marqua une pause. Vous la connaissez très bien. Mon cœur s'arrêta de battre. La pièce sembla se rétrécir autour de moi. Qui? Elle commença à répondre, puis s'arrêta. Regarda les papiers, puis moi. Venez au commissariat demain matin, 9 heures. Nous vous montrerons tout. Les relevés bancaires, les messages textes, tout. Sa voix était douce. Mais monsieur Dubois, je veux que vous rentriez chez vous ce soir. Reposez-vous. Digérez ça, parce que demain va être très difficile. Dites-moi maintenant. Ma voix était à peine un murmure. S'il vous plaît, dites-moi juste qui. Les yeux de Clark se remplirent de nouveau de cette terrible pitié. Demain, je le promets. Mais pour ce soir, rentrez chez vous. L'agent Moreau restera posté devant votre maison. Vous êtes en sécurité. En sécurité? Le mot semblait dénué de sens. Je sortis de ce commissariat dans un brouillard. Conduisis chez moi en pilotage automatique. M'assis dans ma cuisine sombre à fixer le vide. Quelque part dans mon esprit, je savais déjà. Savais depuis que Durand avait demandé si quelqu'un était récemment venu chez moi. Savais depuis que je me souvenais de l'insistance désespérée de Julien sur l'allée. Mais savoir et croire sont des choses différentes. Mon fils, mon garçon. Le téléphone était posé sur la table devant moi. Je pourrais l'appeler, exiger la vérité, mais j'avais peur de ce que j'entendrais dans sa voix. Je ne dormis pas cette nuit-là. Me tournais et me retournais, passant en revue tous ceux que je connaissais. Qui pourrait vouloir que je disparaisse? Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Je n'arrivais juste pas à y croire. Le lendemain matin, j'étais assis dans une petite salle de conférence au commissariat. L'inspecteur Clark plaça un document devant moi. Un relevé de virement bancaire. 5 000 €. Expéditeur, Julien Dubois, mon fils. La pièce bascula. Je fixais ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Monsieur Dubois. La voix de Clark venait de très loin. Je sais que c'est dur. Il doit y avoir une erreur. Ma voix sonnait creuse. Il ne ferait pas ça. Il y a plus. Elle disposa des papiers comme des cartes dans une main terrible. Des messages textes entre le téléphone de Julien et le portable jetable de Boulet. Assure-toi que le vieux soit seul. Fais-le cette semaine. Et celui-ci, le matin avant l'arrivée de Boulet. Ce soir, il sera seul à la maison. Je ne pouvais pas respirer. Chaque message était un couteau qui se tordait plus profondément. Pourquoi? Le mot sortit brisé. Clark sortit un autre document. Votre fils doit 180 000 €. Dette de jeu. Poker en ligne, paris sportifs. Il est endetté profondément depuis environ 2 ans. 180 000 €. Comment n'avais-je pas su? Il recevait des menaces, des messages d'usurier. Paye ou sinon. On sait où tu habites. La voix de Clark était douce, mais implacable. Votre maison vaut 600 000 €. En tant que votre enfant unique, Julien hérite de tout. Ça aurait résolu tous ses problèmes. Les chiffres nageaient devant moi. Ma maison, ma vie, réduit à une transaction. Quand Marguerite est morte, Julien avait 8 ans. M'entendis-je parler? Juste un garçon. Il avait si peur d'être seul, de me perdre aussi. Je pouvais le voir si clairement, ce petit garçon avec des larmes coulant sur son visage, les bras serrés fort autour de ma taille. Je prendrai toujours soin de toi, papa. Toujours. Mais quelque part, entre cet enfant terrifié et l'homme qui avait été dans ma cuisine, quelque chose s'était cassé. Je lui ai tout donné, chuchotai-je. Après la mort de Marguerite, il était tout ce qui me restait. J'ai travaillé 2 emplois pour le faire étudier, aidé pour son appartement, sa voiture, chaque fois qu'il avait besoin d'argent. Ma voix se brisa. Je lui aurais donné la maison s'il avait demandé. Tout ce qu'il avait à faire était demander. Clark ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Il ne voulait pas juste la maison, dis-je lentement. Il voulait que je disparaisse. Pas dans une maison de retraite. Pas vivant, ailleurs. Disparu. Je suis désolé. Où est-il? Nous avons des unités qui se dirigent vers son appartement maintenant. Nous l'aurons en garde à vue dans l'heure. Elle marqua une pause. Vous voulez être ici quand nous l'amènerons?
Vous n'êtes pas obligé. Je pensais à ça, à ne plus jamais revoir le visage de Julien, à le laisser devenir juste un autre étranger. Mais j'avais besoin de comprendre, besoin de voir ses yeux quand il saurait que j'avais survécu. Je veux le voir. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. Quand vous l'amènerez, j'ai besoin de voir son visage. Clark hocha lentement la tête. Nous vous appellerons. Je me levai pour partir, mes jambes instables. À la porte, je me retournai. Cette vieille femme à l'épicerie, elle savait. D'une façon ou d'une autre, elle savait ce qu'il planifiait. Parfois les gens voient des choses que le reste d'entre nous rate, dit Clark. Ou parfois, pensai-je, ils voient exactement ce qui est là. Et j'avais été trop aveuglé pour remarquer que mon propre fils était capable de ça. Le garçon qui avait promis de toujours prendre soin de moi avait engagé quelqu'un pour s'assurer que je n'aurais plus jamais besoin qu'on prenne soin de moi. Ils arrêtèrent Julien ce soir-là, à l'aéroport Charles de Gaulle. Il essayait d'embarquer sur un vol pour le Mexique. Durand m'appela à 18 heures. Nous l'avons, Henri. Il est en cours de transfert maintenant. Si vous voulez être ici, j'arrive. J'arrivai au commissariat 20 minutes plus tard. Clark me rencontra dans le couloir, son expression soigneusement neutre. Il est en salle d'interrogatoire 2. Il y a une salle d'observation à côté. Glace sans teint. Il ne saura pas que vous êtes là à moins que vous le vouliez. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle me mena dans une petite pièce sombre. À travers la vitre, je pouvais voir Julien assis à une table métallique, menottée devant lui. Il avait l'air plus petit, d'une certaine façon, plus jeune. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux rouges. Il ressemblait à mon fils. Clark entra dans la salle d'interrogatoire avec un autre officier. La tête de Julien se releva brusquement. « C'est fou, » dit-il immédiatement. « Je ne sais pas ce que vous pensez que j'ai fait, mais... » « Julien Dubois, vous êtes accusé de complot d'assassinat et de sollicitation de meurtre. » La voix de Clark était plate, professionnelle. « Nous avons des relevés bancaires montrant un virement de 5 000 € de votre compte à Marc Boulet. Nous avons des messages textes entre votre téléphone et le sien. Nous avons des relevés téléphoniques. Ça, je n'ai pas... » Le visage de Julien devint pâle. « C'est de la folie. Je ne ferai jamais... » Clark étala les preuves. Le virement, les messages, les appels. Je regardais le visage de mon fils s'effondrer. Le regardais réaliser qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Je n'avais pas le choix. Les mots jaillirent de lui. « Ces gens, vous ne comprenez pas de quoi ils sont capables. Ils allaient me faire du mal. » Alors vous avez engagé quelqu'un pour faire du mal à votre père à la place. La maison reste là sans rien faire. La voix de Julien monta, désespérée. Il est vieux, il n'a pas besoin de tout cet argent. Je suis son fils. Je suis censé en hériter de toute façon. J'en avais juste besoin maintenant. Et il n'aurait pas compris. Mes mains se serrèrent en poing. N'aurait pas compris. Comme si j'étais le problème. Comme si j'étais le déraisonnable. Alors vous avez payé Marc Boulet pour que ça ressemble à un accident. La tête de Julien s'affaissa. J'ai dit que ça devait avoir l'air naturel. Une chute, un cambriolage, quelque chose. Je ne voulais pas... Sa voix se brisa. Je ne voulais pas qu'il souffre. Comme c'est généreux. Clark se pencha en avant. Votre père est ici. Il regarde. La tête de Julien se releva brusquement. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur le miroir, sur moi. Papa? Sa voix était petite, brisée. Papa, s'il te plaît, je suis désolé, j'étais désespéré. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ces gens allaient... Je ne pouvais plus écouter, ne pouvais pas le regarder trouver des excuses, ne pouvais pas l'entendre réduire ma vie à un problème qui avait besoin d'être résolu. Je me tournai vers la porte. Monsieur Dubois? Durand était là. Vous voulez lui parler? Je regardais une dernière fois à travers la vitre le fils que j'avais élevé, le garçon que j'avais aimé, l'homme qui avait engagé quelqu'un pour me tuer. Non, dis-je doucement. Je n'ai pas de fils. Je sortis de ce commissariat dans la soirée froide de décembre. La neige avait finalement cessé. Le ciel était clair. Les étoiles commençaient à apparaître. L'air était vif et propre, piquant dans mes poumons. Pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer. Derrière moi, j'entendis Julien crier mon nom, supplier, implorer.
Je ne me retournai pas. Le printemps arriva tôt cette année-là, faisant fondre les dernières traces de l'hiver. En mars, la neige était partie, remplacée par des pousses vertes perçant la terre dégelée. Le procès fut rapide. Julien plaida coupable. 25 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 15. Marc Boulet eut 30 ans. Pas de libération conditionnelle. Je n'assistais pas à la sentence. Clark appela avec le verdict. Je la remerciai et raccrochai. Je vendis la maison en avril, ne pouvais plus y rester. Achetai un petit appartement près du centre-ville de Grenoble, avec vue sur l'Isère. Une chambre, parfait pour recommencer. Les merciers de mon ancienne rue vérifiaient que j'allais bien chaque semaine. Rose Lambert appelait tous les dimanches. Mais c'est un prospectus à l'épicerie Moreau qui changea les choses. Un groupe communautaire au centre social. Je me présentai un mardi, rencontrai Bernard, Marcel, André et Philippe. Nous commençâmes à jouer aux échecs le jeudi. Allâmes voir un match de foot. Existions juste ensemble. Pas de questions, pas de pitié, juste de l'amitié. Je pris un cours de peinture enseigné par Colette. Découvris que j'étais terrible avec les paysages, mais correct avec les portraits. Brigitte, à la bibliothèque, m'offrit du bénévolat 3 matinées par semaine. Paisible, méthodique. Un matin de mai, je me retrouvai de retour chez Moreau. Amélie était toujours derrière la caisse. « Monsieur Dubois, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. » J'ai déménagé en centre-ville. Je marquais une pause. « Amélie, cette vieille dame en décembre, celle pour qui j'ai payé. L'avez-vous revue depuis ?» Son sourire s'effaça. « C'est la chose la plus étrange. Je travaille ici depuis 6 ans. Je ne l'avais jamais vue avant ce jour. Je ne l'ai jamais revue après. Jamais. Jamais. C'était comme si elle était apparue, juste pour ce moment, puis disparue. Je restais là à penser à ses yeux clairs. Votre vie en dépend. Merci Amélie. Ce soir-là, je m'assis sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur l'Isère. Une paire d'oies vola au-dessus, klaxonnant leur chemin vers le nord. Je pensais à cette vieille femme. Elle avait vu quelque chose ce jour-là, un futur terrible, et l'avait changé. Avait sauvé ma vie avec 6 mots sur la neige. Je ne saurais jamais qui elle était. Peut-être une femme confuse faisant une supposition chanceuse. Peut-être autre chose. Peu importait. Ce qui importait, c'était que j'étais là, respirant, regardant le coucher de soleil, me faisant des amis, construisant une vie qui était mienne. La famille n'était pas juste avec qui on naissait. C'était qui choisissait de rester, qui se présentait avec des casseroles, qui jouait aux échecs le jeudi, qui vous apprenait à peindre. Les Mercier, Rose, Bernard, Marcel, André, Philippe, Colette, Brigitte, c'était ma famille maintenant. Je levai ma tasse de café vers l'air vide. « Qui que vous soyez, chuchotai-je. Merci. Vous avez sauvé plus que ma vie. Vous m'avez donné une chance de la vivre. » La brise emporta mes mots au-dessus de l'eau, et quelque part, j'aime à le penser, une vieille femme aux yeux connaisseurs sourit. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour trouver ses gens, pour choisir la gentillesse plutôt que le sang. La vie offre des secondes chances de façons étranges. Parfois, à travers un avertissement sur la neige. J'avais 72 ans, et je commençais juste à comprendre ce que signifiait vraiment vivre. En regardant en arrière, je vois les signes que j'ai ratés. La distance, le désespoir. Ne soyez pas comme moi. Ne laissez pas l'amour vous aveugler au danger, même de la famille. Dieu envoya de l'aide quand j'en avais le plus besoin. Cette femme mystérieuse chez Moreau, je crois qu'elle était son messager. Dieu voit ce que nous ne pouvons pas, c'est ce que nous refusons de croire. Parfois, Dieu travaille à travers des étrangers pour nous sauver de notre propre sang. La leçon ? La confiance se gagne, elle n'est pas due. La famille n'est pas l'ADN. C'est la présence, la loyauté et l'amour en action. J'ai passé 72 ans à croire que le sang signifiait tout, pour découvrir que ma vraie famille m'attendait dans une partie d'échecs, un cours de peinture, un service bénévole. Ces histoires de grand-père ne sont pas juste du divertissement. Ce sont des avertissements, des leçons, des rappels que le mal peut porter un visage familier, que le salut arrive de façon inattendue et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ceci est une des nombreuses histoires de grand-père que je partagerai.
des histoires de survie, de rédemption et de seconde chance. Si un vieil homme comme moi peut se reconstruire à 72 ans, n'importe qui peut le faire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.